Chaque lundi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, petit tour d'horizon de quelques sujets qui font l'actualité politique et économique aux États-Unis. C'est notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en vidéo avec nous à distance. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous pour faire le bilan de cette tournée de quelques jours de Donald Trump en Asie la semaine dernière. Il est passé par la Malaisie, par le Japon bien sûr, la Corée du Sud et cette fameuse rencontre avec Xi Jinping qui a permis de quoi, Pierre-Yves, de mettre entre parenthèses pour quelques mois, une année peut-être, un certain nombre de sujets? Non, le deal est fantastique, c'est amazing, vous n'avez rien compris. C'est un deal extraordinaire, c'est encore mieux que mieux. Vous le faites mieux que le vrai encore, Pierre-Yves. Un deal devient un deal commercial, mais un deal en général, négocié par Donald Trump, devient un deal dès que Donald Trump a décidé que c'était un deal. Donc il a décidé qu'on arrêtait les négociations à cet endroit-là et que c'était formidable et c'était fantastique. Il est même, semble-t-il, allé au-delà de ce que Scott Bessent, dans les réunions préparatoires avec le vice-premier ministre chinois, était prêt à faire, notamment en matière de réduction de la surtaxe qui frappait la Chine pour sa complicité présumée dans la fabrication des éléments précurseurs de fentanyl et dans l'exportation de ces ingrédients, notamment au Mexique. D'emblée, Donald Trump a décidé que les Chinois en avaient fait suffisamment pour mériter une réduction de 10% de cette surtaxe. On est donc passé en droit de douane moyen imposé par les États-Unis sur les produits chinois de 57 à 47. Cela ne tient pas compte de certaines exceptions, notamment couvrant l'iPhone. En échange de quoi ? En échange d'une trêve, en échange de l'abandon de mesures qui avaient été mises en avant par les autorités chinoises au cours du printemps, peut-être même, semble-t-il, pour les utiliser en tant que ce que l'on appelle en anglais bargaining chip, c'est-à-dire de manière à faire de fausses concessions. Par la suite, dans une négociation, on invente un problème pour mieux pouvoir faire une prétendue concession ensuite. C'est par exemple le cas de ces contrôles à l'exportation extrêmement contraignants imposés le mois dernier par les autorités chinoises sur les terres rares, qui tout d'un coup sont suspendus pour les Américains pendant 1 an. Tant mieux, ça fait partie du deal, de même que ces achats massifs que nous promet la Chine de produits agricoles américains. Le petit problème, c'est que le soja a déjà été acheté par les Chinois en Argentine, donc les prochains achats ne vont pas intervenir tout de suite, mais les Chinois, très généreusement, ont de leur côté abandonné leurs enquêtes en dumping sur des composants électroniques américains et leur surtaxe frappant le poulet, le porc et également le blé américain. Donc il y a des perspectives de nature à faire plaisir au Midwest dans le domaine agricole, mais c'est une trêve. Et c'est une trêve qui ne règle pas des problèmes de fond, parce que je parle depuis quelques minutes et je n'ai pas abordé ce qui aurait pu être le centre de la négociation, le centre d'un véritable deal entre les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire l'aide de l'État apportée par la Chine à ses industries sous toutes sortes de formes, sujet qui n'a pas été abordé. Taïwan, on n'en parle pas. Les exportations de Blackwell, la puce électronique la plus performante fabriquée par Nvidia, on ne sait pas si ça sera couvert ou non. Autant d'éléments qui auraient pu entrer dans un deal formidable et fantastique, mais qui n'y sont pas, donc on appelle deal et on l'appelle formidable par définition. On en reparlera dans quelques mois. Oui, c'est ça. Et c'est pas une trêve à reconduction tacite. C'est une trêve qu'il va falloir reconduire régulièrement. Et on voit depuis l'été comment le ton a pu monter à nouveau entre les deux superpuissances. Donc, rebelote peut-être chaque année désormais pour reconduire cette trêve qui permet d'acheter du temps plus qu'une paix durable, bien sûr, entre les États-Unis et la Chine. Semaine très politique aux États-Unis, Pierre-Yves, s'il en est, avec de premiers tests électoraux pour Donald Trump. À 1 an des élections de mi-mandat, on renouvelle
les gouverneurs de Virginie, du New Jersey. On va élire, j'imagine, le démocrate Zoran Mamdani à la mairie de... Communiste. Le démocrate communiste à la mairie de New York. Non, mais dans le contexte d'un shutdown qui va peut-être devenir le shutdown le plus long de l'histoire et de ces perspectives électorales, comment est-ce que les stratégies peut-être des républicains d'un côté, des démocrates de l'autre ont pu s'ajuster? Écoutez, on est au 34e jour, demain on sera au 35e et ça sera l'égalité avec le précédent shutdown qui remontait au premier mandat de Donald Trump. Un shutdown qui certainement, en Virginie, un des États où la proportion d'employés fédéraux est la plus élevée parmi les électeurs, aura joué un rôle, puisque la victoire que l'on nous prévoit de la candidate entre guillemets centriste présentée par le Parti démocrate est probable. Beaucoup d'électeurs qui auraient été hésitants vont probablement voter pour elle parce qu'elle se présente comme une démocrate centriste qui est très attachée à protéger les emplois des fonctionnaires fédéraux. Ce shutdown est très mal tombé pour les élections du gouverneur de Virginie, sachant que le gouverneur sortant était un républicain qui ne pouvait pas se représenter. Dans le New Jersey, c'est plus serré, semble-t-il. C'est plus serré et on a une petite incertitude qui est liée au fait, je trouve ça extraordinaire, que tout le monde s'accorde pour dire que les instituts de sondage se trompent toujours dans New Jersey parce qu'ils sous-estiment systématiquement les électeurs républicains. Malgré cela, la candidate, là encore, centriste, une ancienne des forces armées américaines, pilote d'hélicoptère, une mère de famille souriante, comme il faut toujours l'être quand on est dans une campagne américaine, semble-t-il, est en passe de largement devancer son opposant républicain, M. Jack Ciattarelli. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le Parti républicain et pour le Parti démocrate? Probablement pas grand-chose, si ce n'est peut-être que New York n'est pas la capitale des États-Unis et que l'élection d'un candidat ouvertement socialiste, qui est plus que probable au poste de maire de New York, ne veut pas dire qu'il sera le maire de toutes les villes des États-Unis et que New York est représentatif de ce qui se passe ailleurs en Amérique. D'autant moins que les circonstances de la victoire probable de M. Zoran Mamdani tiennent beaucoup à l'effondrement du candidat démocrate classique, Andrew Cuomo, qui se maintient dans ce scrutin à un tour et qui va, en tant que candidat indépendant, et qui va siphonner pas mal de voix, d'ailleurs, dans son opposant Mamdani, démocrate. La gauche du Parti démocrate est indiscutablement très, très mobilisée. La participation s'annonce particulièrement élevée chez les jeunes. Et si c'est vrai, on va avoir au cours des 2 prochaines années beaucoup d'agitation au sein du Parti démocrate pour savoir si l'avenir du Parti démocrate est sur la gauche ou sur le centre. Les victoires dans le New Jersey et en Virginie donneraient des arguments aux centristes. Mais ça n'est pas gagné car les progressistes sont à même, ils l'ont révélé au cours des dernières semaines, ils sont à même de lever beaucoup d'argent, tandis que les centristes font figure de has-been. Bon, la recomposition ou non du Parti démocrate, ce sera à suivre avec ces tests électoraux à 1 an des élections de mi-mandat. D'un mot aussi, Pierre-Yves, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais auront lieu également cette semaine devant la Cour suprême toute une série d'auditions visant à permettre à la Cour de déterminer si, oui ou non, Donald Trump a outrepassé ses droits en fixant des tarifs douaniers de manière unilatérale pour des raisons d'urgence. Eh bien, la base légale qui va être étudiée par la Cour suprême, ce sera forcément un moment important et une jurisprudence qui pourrait être importante? Oui, mais la décision ne va pas intervenir avant plusieurs semaines, donc on pourra suivre la version audio de ces débats, mais on n'aura pas de décision avant plusieurs semaines. Personnellement, et je vais le répéter ici, et je mangerai mon chapeau si je me trompe, mais je pense que la Cour suprême va invalider le gros de ces dispositions, parce que même des conservateurs ne peuvent pas
ne peuvent pas conclure que des droits de douane qu'on augmente le lundi, qu'on baisse le mardi, ne sont pas des impôts et que, in fine, il faut que le pouvoir législatif se prononce en matière d'imposition. C'est un principe de base de la Constitution américaine et accorder ce privilège exclusif à l'exécutif me paraît contraire au principe de base du conservatisme républicain qui domine à la Cour suprême. Bon, tout ça à suivre, effectivement, et ces contre-pouvoirs américains autour du président Trump. Je parle de la Cour suprême en l'occurrence, même si la majorité des membres sont républicains et nommés en partie par Donald Trump. Et puis ces tests électoraux, notamment dans les États de New Jersey et de Virginie. Demain, merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain, dans Smart Bourse sur Be Smart for Change, à retrouver bien sûr en replay sur besmart.fr.